Radio J. Radio J. Avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Crime, homicide, violences sexuelles, les chiffres de la délinquance toujours en hausse en 2023. Ce sont des données du ministère de l'Intérieur qui ont été publiées hier, mercredi. Nous en parlons, entre autres, avec notre invité ce matin. Il s'agit de Thibaut de Montbrial, qui est avocat et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure. Il est également avocat de la famille du colonel Arnaud Beltrame, décédé lors de cet attentat terroriste qui s'est déroulé en 2018 à Trèbes. Et puis il est également l'auteur de ce livre, Osons l'autorité, un livre paru en 2020 aux éditions de l'Observatoire. Michel. Absolument. Bonjour maître Thibaut de Montbrial. Bonjour. Dans cette qualité que je vais poser la première question, en ce moment se tient un procès important, c'est vrai, un de ceux dans lesquels vous êtes impliqué en tant qu'avocat des parties civiles, c'est celui justement du lieutenant-colonel Beltrame, en tous les cas de ceux qui ont assassiné le colonel Beltrame, mais d'autres gens aussi, d'autres civils. Un procès important. Vous défendez, vous, la mère et les frères d'Arnaud Beltrame. Le procès est intéressant, pourquoi ? Pour un témoignage ou vraiment faire justice de cet acte de terrorisme ? Le procès est intéressant à différents titres. Le premier, c'est qu'on l'oublie souvent, mais l'attentat qui a eu lieu le 23 mars 2018 dans l'Aude, entre Carcassonne et Trèbes, donc vraiment dans la France, la France périphérique, oui. Et voire rurale, puisque Trèbes c'est un village. C'est un véritable périple meurtrier, c'est-à-dire que Radouane Lagdim, qui est l'auteur de ce périple meurtrier, il a fait en réalité le seul vrai périple meurtrier qu'on ait eu en France depuis 2012, c'est-à-dire qu'il a commencé sur un parking fréquenté par la communauté homosexuelle. Il a enchaîné, mais directement, c'est-à-dire qu'il a volé une voiture, il a enchaîné en tirant sur des policiers. Et enfin, il a été faire une tuerie de masse, alors une mini tuerie de masse, mais tuerie de masse quand même, puisqu'il a tué 2 personnes dans un supermarché avant de prendre une otage. Et je rappelle que ce schéma du périple meurtrier qui se termine par une prise d'otage pour mourir en combattant les forces de l'ordre, c'est une des préconisations de l'État islamique. Donc c'est véritablement, c'est un des attentats les plus complexes, comme on dit dans le jargon, donc les plus élaborés paradoxalement, bien qu'il ait été commis par un type tout seul, que la France est connue sur la séquence islamiste, qui par parenthèse, mais on en parlera sans doute, est évidemment loin d'être finie. Ça, c'est la première raison pour laquelle c'est un procès important. La deuxième, c'est que l'auteur a été tué par le GIGN, mais le procès montre que un individu qui passe à l'acte techniquement tout seul, comme ça a été le cas, ça n'existe pas, ne peut pas le faire sans être aidé. Alors, il peut être aidé de façon directe par des complices. Les complices, c'est les gens qui savent à quel projet criminel ils participent. Et puis, ils peuvent être aidés, et ça, c'est beaucoup. On rentre dans le cœur du sujet de l'islamisme en France, par des gens qui ne sont pas nécessairement au courant, ou qui sont au courant d'un vague projet, mais sans en connaître les contours, et qui, très clairement, s'en fichent. C'est-à-dire que ils privilégient l'amitié avec leurs potes, l'allégeance complètement conçue, ou même involontaire, mais sans vraiment se poser de questions, mais l'allégeance à l'Oumar et à l'appartenance à une communauté musulmane mythifiée ou simplement vécue dans le quartier. Donc c'est très intéressant, parce que il faut que chacun comprenne que l'islamisme, c'est une idéologie, le terrorisme, c'est un mode opératoire, donc faire la guerre aux terroristes, ça ne veut rien dire, il faut faire la guerre à l'islamisme. Mais l'islamisme ne peut pas prospérer dans sa conquête sans des petites mains. Et quand je lisais avant le début de ce procès, j'ai lu dans je sais plus où que c'était le procès, je cite, des troisième couteaux, mais ça n'a pas de sens, parce que le premier couteau ne peut pas agir s'il n'y a pas ce que moi j'appelle plutôt le deuxième ou le troisième cercle. Il faut imaginer ça comme des cercles de complicité et des cercles de passage à l'acte. Donc vous avez les gens qui passent à l'acte, qui sont les terroristes eux-mêmes, mais eux ne seraient rien sans le soutien
d'une partie, et ça c'est quand même une chose Une qu'il faut partie que de les la gens entendent, famille une partie de la population française, et de la population française. une adhésion de la famille, là, qui est claire dans ce dossier. Oui, dans ce dossier-là, C'est clair. Mais c'est la le mère cas. a été entendue, la fille a été entendue. Mais soit dit en passant, parce que nos auditeurs ne se le représentent peut-être pas, parce que c'est assez contre-intuitif. Mais on a plutôt tendance à considérer que si on avait un terroriste dans notre famille, ce serait une catastrophe et on se demanderait qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour avoir une telle calamité. Mais en réalité, c'est ce qu'a dit la mère du terroriste d'ailleurs. Je me demande comment il a pu arriver à moi je me demande aussi parce que quand on entend cette femme dire qu'elle n'a pas réalisé qu'il y avait écrit EI en énorme sur un des murs de l'appartement et qu'il y avait un sac plein de munitions sous le lit de son fils, ça on se demande bien comment il a pu en arriver là effectivement. Toute ironie mise à part, la réalité dans la plupart de ces procès, il faut pas généraliser, mais dans la plupart, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une fierté rentrée des parents et de la famille. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'osent pas venir pavoiser parce qu'ils se rendent bien compte que ce serait complètement déplacé. Mais il faut être lucide. Nous avons affaire à des gens qui nous détestent, qui détestent notre société, qui détestent notre mode de vie. Et bien que sans doute la plupart ne seraient pas capables de passer à l'acte physiquement, eh bien, il y a une forme d'admiration de celui qui passe à l'acte. Et j'en profite pour dire, parce qu'on est au cœur d'un point qui est très important, c'est qu'on a vu, et on voit toujours, et c'est d'ailleurs une vraie source d'inquiétude, que les gens qui sont allés faire la guerre en Irak et en Syrie pour l'État islamique, donc les djihadistes français, européens, maghrébins, etc., quand ils rentrent dans leur pays et quand ils sont remis en liberté, et c'est le cas aujourd'hui de la plupart, puisqu'on est en train de procéder à la libération pour fin de peine du dernier quart des Français qui sont partis combattre là-bas. Donc ces gens-là sont aujourd'hui libres et dans 18 mois à 2 ans, ils le seront tous. Dans les quartiers, ils sont admirés par un certain nombre de gens. Il ne faut pas croire qu'il y a l'opprobre sur eux parce qu'ils sont allés faire ça. Il y a une fraction, alors c'est pas la majorité heureusement, mais une fraction non négligeable de la population dans les quartiers qui soutient et au moins admire ce qu'ils ont fait. Et c'est évidemment les prémices d'ennuis futurs. Ouais. Et puis la troisième raison, je finis de répondre, pardon, c'était un peu long, mais la troisième raison pour laquelle c'est un procès important, c'est que pour la famille d'Arnaud Beltrame, ça permet... témoignage, avez-vous dit, oui, c'est le mot, c'est-à-dire que ça permet de restituer l'acte d'Arnaud Beltrame, d'abord dans les faits, puisque maintenant les faits sont débattus à l'audience, donc ça permet à chacun de connaître les circonstances précises de ce qui a été fait, de ce qu'il a fait, et nous le martelons, sa maman le martèle, ses frères le martèlent, et je le martèle bien volontiers, Arnaud Beltrame, il s'est pas sacrifié. Ça n'est pas quelqu'un qui est... C'est important de le dire. C'est même essentiel, il est allé au combat. C'est-à-dire que il a échangé, non pas sa vie, mais sa place contre l'otage. De ce fait, il lui a sans doute sauvé la vie. Mais son projet, c'était un projet de combattant. C'est un soldat français, c'est un officier de la gendarmerie française qui est allé avec le terroriste en ayant la conviction, pour tout un tas de raisons liées à sa formation et à son passé, qu'il allait pouvoir prendre le dessus sur cet individu. Et de fait, les éléments médico-légaux permettent de montrer, qu'il y a eu une lutte féroce entre Radouane Lagdim et Arnaud Beltrame, 2, que Radouane Lagdim a été très grièvement blessé par Arnaud Beltrame, sans doute par arme à feu, bien que l'état de son corps rende un peu difficile le fait de savoir qui a tiré quelle balle, mais pour des raisons que médecin légiste a assez bien expliqué, il est raisonnable de penser que Arnaud Beltrame a grièvement blessé avec une arme que Lagdim tenait le terroriste, donc dans un combat féroce. Lui-même a été égorgé et également blessé plusieurs fois par arme à feu, mais donc il est vraiment mort au combat. C'est pas quelqu'un qui s'est sacrifié en prenant la place d'un autre devant un peloton d'exécution. Voilà, c'est important de rendre hommage, évidemment, aujourd'hui, dans le cadre de ce procès. Ouais, et sa mère a dit, pardon, juste pour finir, parce que il faut dire les choses que les gens entendent aussi, parce que les mots ont un sens. Quand sa mère est allée à la barre lundi, elle a dit mon fils a sorti la France d'une forme de lâcheté et il a eu le courage de faire ce que beaucoup auraient dû faire avant et ce que beaucoup devraient faire maintenant et dans les années à venir. C'est ce qui a été considéré par une partie de la presse, des chroniqueurs judiciaires, comme une prise de position très très politisée. Oui, mais c'est ça. On n'empêchera jamais une partie des gens de ne prendre conscience de la chose que quand le couteau sera devant leur gorge. Donc ça, il y a des combats que c'est pas la peine de perdre du temps avec les gens qui sont face au réel
dans un déni dont on se demande comment il peut perdurer au bout de 8 ans. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle ait prononcé ces mots et que ces mots ont un impact très fort et heureusement un impact quand même de plus en plus grand dans la population. Maître Thibault de Montbrial, vous êtes notre invité À contre-courant. Aujourd'hui, on sait votre langue est directe, il n'y a pas de contour, si l'on peut dire. Je vais quand même vous poser une question parce que ici, sur Radio J et dans d'autres antennes, heureusement aussi, nous sommes beaucoup focalisés sur la situation au Proche-Orient, depuis le 7 octobre, sur le massacre du 7 octobre, sur cette guerre avec Gaza. Vous êtes d'ailleurs un officier aussi de réserve, vous êtes parachutiste. Peut-être d'abord, votre réaction sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et deuxièmement, est-ce que Israël mène une guerre juste ? Le 7 octobre, il se trouve, c'était un samedi, ça, je crois que chacun l'a bien en tête. Samedi. Il se trouve que je me suis réveillé tôt. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que comme beaucoup aujourd'hui, en me réveillant, je regarde les réseaux sociaux et en particulier Twitter où je suis assez actif. Et j'ai vu des premières vidéos. Et comme je travaille depuis très longtemps sur ces sujets, en fait, j'ai compris très vite ce qui était en train de se passer. Je vais pas vous raconter d'histoire, je n'en ai pas mesuré l'ampleur. Mais j'ai mesuré que Israël était victime d'une attaque sur plusieurs sites et qui était une attaque menée par des commandos équipés, entraînés et organisés. Et donc, j'ai tout de suite compris, quand on a vu des premiers rapports qui faisaient état de quelques victimes, etc., j'ai tout de suite compris qu'on allait très largement vers un bilan supérieur à 100 morts. Et j'ai aussi compris une deuxième chose, c'est que ce qui se passait n'était pas concevable dans l'acceptation qu'on pouvait avoir de la préparation d'Israël à ce genre de c'est ça, situation. vous-même, vous avez été surpris par ça, vous connaissez ces questions d'antiterrorisme et de guerre, vous connaissez de Tsahal. Je connais bien Israël, je devais d'ailleurs y aller le week-end d'après, pour la petite histoire, j'ai curieusement jamais été à Jérusalem, et là je devais y aller, donc malheureusement j'ai pas pu, mais ce qui est totalement anecdotique, mais je connais très bien l'armée israélienne, le renseignement israélien, etc. Donc, vous avez une explication, vous ? Alors attendez, je vais venir, mais je vous raconte ce que je pense profondément de tout ça, parce que c'est super intéressant même par rapport à la France. J'ai pas compris, mais je me suis dit qu'on comprendrait très vite comment ça a pu arriver, mais surtout, et j'ai compris très vite une chose, et en fait c'est un point super important, c'est que vers 10h du matin, j'avais déjà compris que pour la France et pour l'Europe, ce qui se passait en Israël était un tournant. Et que malheureusement, parce que quand on travaille sur ces questions, on le sait, mais le grand public ne le mesurait pas, toute la haine antisémite des populations d'origine maghrébine, arabo-musulmane, on ne va pas se tourner derrière le pot, allait se déchaîner, ce qui n'a pas malheureusement, et vous le savez bien, manqué d'être le cas. Et donc, le 7 octobre 2023 fait partie de ces dates, comme le 11 septembre 2001 ou comme le 13 novembre 2015, que nous n'oublierons jamais. Nous nous souviendrons tous où nous étions au moment où nous avons appris. Et je suis très proche d'Israël, où j'ai de nombreux amis, et je pense qu'Israël, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est l'avant-garde, enfin c'est la frontière. Hein, donc moi je suis vraiment de tout cœur avec mes amis israéliens, bouleversé par ce qui s'est passé, révolté par encore la difficulté de faire admettre le réel, de voir les associations de gauche, les féministes de gauche ne pas dénoncer les abominations subies en particulier par les femmes israéliennes. Tout ça me révolte, ne me surprend pas. Vous dites beaucoup de choses, maître. Oui, pardon. Justement, non, c'est très intéressant ce que vous dites, Thibault de Montbrial. Il y a eu quand même une réaction française très forte dès le départ, le président de la République allant en Israël et parlant d'une coalition anti-Hamas, mais finalement qui n'a pas fait florès, on peut dire. Ça, c'est important de le rappeler. Ça, vous êtes surpris, gêné, déçu par cette politique française. Ça fait longtemps que je suis surpris, déçu et gêné par la politique française, et en particulier celle d'Emmanuel Macron sur tout un tas de plans. Je trouve que là encore, il y a eu ce qui me gêne, si vous voulez, c'est le mot, c'est le zigzag permanent. C'est la tentation permanente de vouloir ménager la chèvre et le chou. Alors, il ne s'agit pas de dire, effectivement, il est évident qu'il faut tenir des propos responsables et que quand on est aux affaires, et même quand on n'y est pas, puisque pour l'instant j'y suis pas, il faut faire attention à ce qu'on dit et prendre de la hauteur. Mais quand un allié
subit une abomination et qu'on comprend, parce que si moi je l'ai compris, vous imaginez bien qu'à l'Élysée et dans tous les états-majors divers et variés français, européens, tout le monde l'a compris. Et qu'on comprend le changement que ça va induire dans les mois et les années qui viennent, y compris chez nous, on peut pas se permettre de ménager la chèvre et le chou. Donc il faut évidemment se garder d'essentialiser. Il s'agit évidemment pas de dire tous les musulmans sont comme ci, tous les arabes sont comme ça, etc. Parce que d'abord c'est aberrant. Et ensuite, c'est complètement faux, parce qu'il y a heureusement une partie importante de nos compatriotes musulmans, et en particulier ceux qui ont connu les horreurs commises par le GIA en Algérie dans les années 90, qui sont résolument de notre côté, et qui d'ailleurs souvent s'étonnent de notre propre faiblesse. Ouais, c'est bien de le rappeler. Mais c'est encore un autre sujet. Mais donc, il y a heureusement beaucoup de gens qui ont la tête sur les épaules et qui sont avec nous, quelle que soit leur confession, mais globalement... le diable est sorti de la boîte quand même, hein, de tous les sens du mot, le diable. Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide. C'est une aberration. Moi, je suis, vous savez, quand les bornes sont franchies, il y a plus de limite. Moi, je suis sidéré par la créativité des antisémites. C'est fou de venir dire. C'est ce que les antisémites apportent au monde, comme dirait l'autre. Non, mais c'est de venir dire que que les actes de légitime défense d'Israël, et on va y venir, moi je suis tout à fait d'accord pour parler des bombardements, des hôpitaux, etc. Je suis très clair là-dessus, vous allez voir. Mais de venir dire qu'un pays qui a subi ce qui, à l'échelle de la France, correspondrait au massacre de 10 000 personnes, ne puisse pas se défendre. Enfin, je veux dire, il faut quand même... S'il y avait eu un massacre de 10 000 personnes commis par des gens venant de Seine-Saint-Denis, avec la majorité de 80% de la population qui... Je fais une analogie, bien sûr. Faut pas oublier qu'à Gaza, les Gazaouis ont voté pour le Hamas, et il ne faut pas oublier les images du 7 octobre au soir, où les terroristes revenant sur leur terre avec leur funeste butin, et je pense évidemment aux otages, auxquels je pense tous les jours, les gens se battaient, non pas pour leur dire que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien, mais pour avoir l'honneur de tirer le cheveu d'un otage. Ouais, mais ça c'est terrible, c'est terrible, ce que vous dites, c'est à contre-courant, comme on dit dans cette émission, puisqu'on a l'impression qu'il y a du côté les méchants du Hamas, et la population civile qui est victime du Hamas. Et vous dites aujourd'hui, cette population civile est aussi complice ou pas? Elle a une forme d'ambiguïté sur la question qu'il faut regarder en face. Maintenant, ça ne veut pas dire que elle mérite, que les gens méritent d'être tués. C'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que si on fait une analyse, faisons-la en entier et acceptons de regarder les faits pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que la population de Gaza a voté massivement pour le Hamas et que la population de Gaza a soutenu l'opération du Hamas. Et le dernier point, c'est que le Hamas, et là pour le coup la population devient victime, mais c'est que le Hamas a tout fait pour se protéger avec la lâcheté qui lui sied dans des endroits qui sont les endroits protégés par la Convention de Genève, c'est-à-dire les écoles, les lieux de culte, en l'occurrence les mosquées et les hôpitaux. Mais je rappelle que la Convention de Genève prévoit que lorsque ces lieux sont utilisés par des forces combattantes, ils ne sont plus protégés par l'immunité qui est dans le texte. Donc il faut tout voir. Moi, pour résumer, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que le Hamas a commis une double lâcheté, c'est qu'il est allé massacrer des civils et après il est allé se cacher derrière d'autres civils. Ça résume. L'après-guerre, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va s'occuper de la bande de Gaza et de l'autorité palestinienne. Alors ça, c'est effectivement un sujet majeur. Ce que je veux juste ajouter une chose, parce que je veux être totalement complet avec vous, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger sur la question. Il y a une question qui se pose, et majeure, qui est une question d'actualité, c'est la question qu'est-ce qui se passe au nord? Et en particulier, quelle est l'attitude avec le Hezbollah? On peut avoir l'impression, moi j'ai pas d'informations privilégiées, mais je suis ça d'assez près, avec quelques relais bien informés, mais encore une fois pas d'informations privilégiées, on peut avoir l'impression qu'Israël a la tentation, puisque les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées, et puisque les événements ont conduit Israël à mobiliser, parce qu'en fait ça c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, il y a une mobilisation massive, avec des gestes admirables de gens venus de France et d'ailleurs, qui ont abandonné leur famille, leur travail, des positions très, très, très installées pour aller risquer leur vie pour Israël. Mais puisque c'est fait, c'est-à-dire que puisque cette mobilisation qui est compliquée à faire, qui demande en gros 1 mois, etc., est faite, il peut y avoir la tentation de se dire, maintenant qu'on a mobilisé, tant qu'à faire,
allons également nous occuper du Hezbollah, puisque si nous démobilisons, si jamais, par hypothèse, les choses se tassent à Gaza, ce qui est encore C'est un risque ou c'est moi, un danger selon alors, vous? Moi, ce que je crains, mais j'ai pas d'avis sur le fond, parce que c'est une question qui est extrêmement complexe. En tout cas, je comprends la question. Mais ce que je crains, c'est que ça conduise pour le coup à un embrasement, et que finalement ce soit une fausse bonne idée, vu sous l'angle des gens qui pensent ce que je viens de vous dire. Après, il y a une vision peut-être plus iconoclaste, qui consiste à dire que c'est peut-être une fuite en avant du gouvernement Netanyahou, qui un jour rendra des comptes pour l'ensemble de sa politique bien avant le 7 octobre, et que c'est une façon de perpétrer un état de guerre qui éloigne d'autant les intéressés du moment où ils devront rendre des comptes, parce que ce que je dis, moi, c'est un soutien à Israël, mais pas forcément un soutien à tous les aspects de sa politique. Absolument. Il nous reste quelques minutes, Thibaut de Montbrial. Juste revenir en France avec ce chiffre qui est paru la semaine dernière, plus 1000% d'actes et de propos antisémites. Ça semble être une maladie incurable. Quelle est pour vous la solution pour lutter contre l'antisémitisme dans un pays, et en France en l'occurrence? Je vais peut-être vous surprendre, mais la première solution, c'est d'être capable de sortir du déni sur l'origine de l'antisémitisme en France. Je connais mon histoire, et je sais que dans les années, au milieu du XXe siècle, enfin en particulier dans la première partie du XXe siècle, suivant cela une tradition séculaire que je n'ignore pas, l'antisémitisme était attaché à l'extrême droite, aux royalistes, à Maurras, etc. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il faut quand même pas oublier que c'est beaucoup la gauche qui a été avec Pétain, et que c'est beaucoup plus à gauche que ce qu'on dit, qu'il y a eu un antisémitisme actif avec la rafle du Veldige, etc. Mais pour en revenir à aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un contraste total. On n'est plus du tout dans cet antisémitisme. Moi, aujourd'hui, par exemple, vous rappeliez tout à l'heure le sondage qui montre que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont dans les personnalités préférées des Français. Oui. Plus personne de sérieux ne considère que le Rassemblement national est un parti antisémite. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, moi je pense qu'il faut tout dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, il y a 30 ou 40 ans, dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen, des gens qui étaient très fortement antisémites. C'est une réalité. Mais aujourd'hui... Jean-Marie. Et Jean-Marie Le Pen, sans doute lui-même. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, pour revenir à votre question, oui, la lutte contre l'antisémitisme, elle passera d'abord par l'acceptation du constat de ce que cet antisémitisme est massivement d'origine arabo-musulmane. Et quand on entend le grand recteur de la mosquée le recteur de la grande mosquée de Paris, qui est quelqu'un que je trouve extrêmement ambigu sur toutes ces questions, et je suis poli, d'être lui aussi dans une forme de déni, de relativisme, etc. Je suis inquiet, parce qu'en réalité, et c'est vrai de la lutte contre l'antisémitisme, comme d'une manière générale de la question de l'islamisme en France et en Europe, c'est qu'il faut absolument que nos compatriotes musulmans qui sont, je vais dire pour faire court, de notre côté, le disent et dénoncent ces comportements de dérive. Or là, il y a toujours un silence très embarrassant. Alors, il y a aussi le problème du parti LFI. Le 7 février prochain, les familles des victimes françaises ne veulent pas la présence d'LFI. Qu'en pensez-vous? Ils ont raison. Vous avez un parti qui soutient, avec qui reçoit des gens qui sont compromis par leurs écrits et leurs discours, qui n'a jamais condamné clairement ce qui s'est passé le 7 octobre, et je vais vous dire, qui est dans une logique politique qui consiste à assumer tout ça. C'est-à-dire que LFI est un danger pour la démocratie aujourd'hui, le seul danger pour la démocratie en France. LFI nourrit la haine, selon vous, la haine antisémite? Oui, et ce qui est très grave, c'est que LFI, à mon sens, le fait à dessein, c'est-à-dire dans une stratégie de chaos. Je pense que ça, je vais même aller loin. Je pense qu'il y a des gens chez LFI qui ne sont pas sincèrement antisémites, mais qui prennent la posture pour exploiter la radicalité de 15% de la population. Ça veut dire qu'en vérité, la LFI et Mélenchon escomptent sur une majorité absolue de la population d'origine musulmane pour voter pour lui. Exactement. C'est le pari, le tout va. Et soit dit en passant, c'est pour ça que la question migratoire est une question capitale, parce que le migrant d'aujourd'hui, c'est le futur régularisé de demain, et c'est l'électeur d'après-demain. Et le jour où nous aurons en France un socle d'une forte minorité d'origine arabo-musulmane, si elle n'est pas intégrée, si elle se laisse attirer
par les sirènes de l'extrême gauche, ce sera plus Mélenchon. Ça, c'est dire. à ce on moment-là, vous qualifiera d'extrême droite quand vous dites ça aujourd'hui en France, bah Thibault non, de Montbrial. C'est de l'analyse politique. Après, Oui. encore une fois, moi, je travaille sur le réel. Hein. Donc, après, chacun le qualifie comme on veut, mais je crois que mon parcours personnel montre que par rapport à ce qu'est réellement l'extrême droite, j'en suis quand même très loin. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Merci Thibault de beaucoup. Montbrial, Merci à vous. avocat et président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure.